Ils entrèrent. L'architecture tout entière disparaissait sous les fleurs. On eût pu se croire dans une de ces paradoxales constructions où les dômes reposent sur des pivoines et qu'on voit surgir dans les music-halls au-dessus du ballet des sylphes. Une odeur végétale fade et forte régnait. Jacqueline s'agenouilla, posant son front dans ses mains. Elle subissait déjà l'émotion que les mariages donnent aux femmes. Regrets des années effacées, sentiments amers des déceptions subies, le cœur un peu trouble, elle se rappelait son propre mariage, recherchant les traces de cette grande impression sur quoi tant d'heures avaient passé. Elle se revit agenouillée comme elle l'était en ce moment, sur un prie-dieu de velours rouge à Saint-Augustin, grisé, non de la chère peur de l'avenir, mais d'elle-même, de la palpitation vivace de ses 18 ans, des mots d'amour qu'André, insoucieux de la cérémonie, disait, tourné vers elle avec ses yeux rieurs et désirant sa bouche éloquente. Tu es si belle, je t'adore, chère, chérie. Elle non plus ne songeait guère à la solennité de l'instant, ni qu'il s'engageait pour la vie, mais bien à ceci qu'elle était belle et qu'il l'adorait. La légèreté qu'elle avait mise à se donner sans pensée grave, sans vouloir réfléchir, lui causait à être regardée d'où elle la regardait une irritation. Elle méprisait la femme qui avait fait cela, et dont rien ne restait en elle. Léonora avait raison, ce n'est pas le mariage, cette association d'intérêt, de plaisir, d'insouciance. Quel simulacre dérisoire de la véritable union, de l'homme et de la femme enseignés par la vie, conscients l'un de l'autre, se choisissant et s'unissant par un pacte de fierté, de compréhension mutuelle et d'amour. Elle leva la tête et rencontra les yeux de Marken. Ce qu'elle y vit lui déplut. Elle écarta un peu sa chaise en se rasseyant. Le souvenir lui revint des vers où Michel-Ange exprime son regret de n'avoir pas osé baiser au front Vittoria morte. Voilà l'amour qu'elle souhaitait, l'amour d'un être fort et violent, maître de soi, au point de ne rien demander jamais, et de vivre près d'elle et par elle une vie élargie et plus ardente, douloureuse, mais si belle. Était-il capable de cela, celui-là qui avait dit un jour rien de ce que j'ai voulu ne m'a résisté? Tout à coup, il lui parut que oui, et sa sensibilité inactive lui monta au cerveau en bouffée d'orgueil. Comme le jour où, vêtue de blanc, elle s'était agenouillée à côté d'André, elle fut ivre d'elle-même, mais autrement. Ce n'était plus sa beauté et sa jeunesse qui la grisaient, mais la conscience de son aptitude à dominer. Elle éprouva une plénitude magnifique, une joie de vivre si chaude qu'elle se tourna vers Marken et se communiqua à lui par un de ces regards qui sont à l'ordinaire la promesse de la joie qu'une femme se sent apte à donner, mais qui, de sa part, signifiait qu'elle venait d'aller au bout d'elle-même. C'est l'un de ces regards où elle s'extériorisait toute qui avait fait dire à Eric Hansen comme elle doit savoir aimer. La messe était finie. On sortait de l'église. Quand ils furent dans le parc, vous avez accepté que je vous aime, dit Marken. C'est au moins ce que j'ai compris. Mais il faut que j'en tienne de vous la confirmation. Avant d'accepter, je veux savoir à quoi je m'engage, dit-elle d'une voix nette. Qu'espérez-vous de moi? Autant que je donne, tout. Vous avez mis votre main sur ma vie, elle est vôtre. Mais comprenez que je ne puis et ne veux être pour vous qu'une amie. Vous serez ce qu'il vous plaira d'être. Je ne souhaite que vivre contre vous, vous voir, sentir par seconde que vous regrettez un peu que le sort ne nous ait pas rejoints complètement, rien de plus. Et d'ailleurs,
Je vous aime bien trop pour vous désirer. Jacqueline, le cœur suspendu, songea à Léonora. Qu'eût-elle dit de cet amour exalté au-delà du désir? Quel noble hommage lui faisait ce sensuel, ce corrompu? Elle ne répondit rien pour ne pas interrompre au bruit des mots sa joie secrète. Seulement, elle pesa davantage sur le bras d'Étienne, le pas mieux accordé au sien, émue presque jusqu'aux larmes de se sentir adorée avec le cœur neuf et tremblant d'un enfant par cet homme sur qui la vie avait déposé tous ses oxydes. Les incidents du déjeuner sous les arbres, du bal champêtre, des conversations coupées par les musiques qui éclataient dans toutes les directions, passèrent devant la songerie de Jacqueline sans laisser de traces. Vers 4 heures, l'envie de s'en aller s'abattit comme une épidémie sur les invités de madame Steinweg. Des automobiles soufflèrent, des chevaux piaffèrent, des roues écrasèrent le gravier parmi des exclamations de courtoisie et d'adieu. Madame d'Audichon s'approcha de Jacqueline, qui causait avec la nouvelle marquise de Mascret. « Ma chère, ne croyez-vous pas qu'il faille partir ?» demanda-t-elle. « Oui, je disais adieu à Sonia. » Elle suivit la comtesse. « Écoutez, ma petite, vous n'avez pas amené votre cuisinier à Paris, je suppose, moi non plus. Monsieur Marken vient de nous inviter à dîner à la Cascade, avec les Lurcel, Barrois et madame Darlinde. Il m'a chargé de vous inviter aussi, ça va? Ce sera amusant, on pourra causer un peu de cette noce, sur quoi il y a vraiment des choses à dire. » « Je veux bien, » répondit Jacqueline. « Allons prendre le train. Il y en a un à 5h04. Je reviens dans l'automobile de Marken. Monsieur d'Audichon vous accompagnera. Il a horreur de ces machines-là. Moi aussi, du reste. Mais ce sont mes enfants qui m'ont forcé d'accepter. Ils ont bien fait. Je serai enchantée de rentrer avec monsieur d'Audichon. Nous parlerons politique. Où est-il? Là-bas, tenez. Avez-vous dit au revoir à tout Israël et aux duchesses? J'y vais. Elle était satisfaite de la marque de goût que donnait Étienne en la faisant inviter par madame d'Audichon et en ne lui demandant pas de revenir avec lui. Elle sentit qu'il apporterait dans sa vie une prudence et un souci de ne pas la compromettre, plus fort même que son désir de se rapprocher d'elle. Pendant tout le trajet, elle eut une agréable impatience de le revoir, et, rentrée chez elle, changea de toilette si vite qu'à 7h moins 10, elle était prête. Elle fit chercher un fiacre, mais arrivée près du lac, elle songea qu'elle serait la première au rendez-vous et que cela aurait mauvais aspect. Elle fit arrêter la voiture, descendit, donna au cocher l'ordre d'aller l'attendre à la Croix-Cattelan et prit à pied un sentier. Le jour baissait rapidement. Elle entendit des bruits furtifs dans les taillis où elle s'enfonçait. La nuit, en ressaisissant la forêt mondaine, lui restituait son âme sauvage et délivrait les fantasmes et les bêtes que le jour retient. Jacqueline se sentit entourée d'occultes présences, en contact familier et voluptueux avec l'obscurité, et s'amusa de n'avoir pas peur. Le courage physique lui paraissait une élégance. Elle prenait plaisir à vérifier le sien. On marcha derrière elle dans le taillis. Au lieu de se hâter, elle ralentit le pas, attendant l'aventure dangereuse peut-être, car ce coin du bois était parfaitement solitaire et la nuit presque close. Le pas se rapprocha et un homme sortit du fourré tout contre elle. C'était un garde. Dans le peu de clarté qui tombait du ciel, il l'examina et devinant quelque chose de sa situation sociale aux dimensions de son chapeau et au manteau de dentelle pailleté, il dit: « Vous avez tort de vous promener toute seule comme ça, madame, ce n'est pas sûr. Il y a de mauvaises gens souvent par ici. » Elle répondit gaiement qu'il n'y a de danger que pour ceux qui ont peur. Le garde s'éloigna. Elle regagna sans hâte le chemin des voitures. Son cœur n'avait pas battu plus vite. Elle était satisfaite d'elle-même.
regrettant un peu qu'au lieu du garde, ce n'eût pas été quelqu'un de ces mauvaises gens dont il l'avait menacé qui fût sorti du fourré. Elle eût aimé qu'un risque précis s'offrît en ce moment, où elle se sentait en goût d'aventure violente. À la Croix-Cattelan, elle prit son fiacre, et lorsqu'elle arriva à la cascade, elle trouva tout le monde réuni. Il était 8h10. On s'informa des raisons de son retard. Je me suis promenée dans les taillis, dit-elle tranquillement en ôtant sa voilette. Mais, chère madame, c'était de quoi vous faire assassiner, s'écria monsieur de Lurcel. Non, répondit-elle, creusant un peu la taille pendant que Marquenne lui ôtait son manteau. Il n'arrive jamais rien qu'au poltron. Ah, par exemple. Eh bien, ma bonne petite, si vous prenez l'habitude des fourrés du bois, vous verrez. Voyons, madame, vous ne lisez donc les faits divers? C'est tellement inutile de risquer des dangers bêtes. Moi, j'ai toujours un revolver sur moi quand je viens dîner par ici. Il n'y a pas à compter sur la police, alors. Tous avaient ensemble manifesté le mécontentement qu'éprouvent, au dilettantisme du courage, les gens rassemblés dans la sécurité. Marken tenait encore le manteau de Jacqueline et l'appuyait contre lui, d'un geste qui semblait distrait. Il dit: Madame Desmoustiers a parfaitement raison. Le danger n'atteint jamais qu'un certain degré d'intensité. Il suffit pour le vaincre d'avoir en soi, sous forme de bravoure ou d'ingéniosité, une intensité vitale supérieure. Je suis certain que madame Desmoustiers ne risque rien nulle part. Elle est à l'abri, dans le cercle de sa volonté héroïque et savante, que nul ni rien ne doit pouvoir briser. Pas même les messieurs des boulevards extérieurs en villégiature dans le bois, dit le comte d'Audichant. Pas même. Puis indiqua les places. On s'assit, le restaurant était presque vide, 2 tables seulement étaient occupées, l'une par 3 Américains auxquels on eût donné 16 ans environ, mais dans les yeux tranquilles et avertis desquels on devinait que déjà s'étaient reflétés d'innombrables et disparates paysages. Ils avaient entre eux une demoiselle à cheveux couleur de beurre, à profil marqué dans le style sémitique, très jeune, fraîche, avec une allure de garçon et qui usait, pour leur parler très haut, des termes les mieux accentués de la langue la plus verte. À une autre table, un homme à prunelles troubles buvait une orangeade sous l'inspection d'un individu dont l'allure et la tenue révélaient la condition subalterne, et dont les façons témoignaient qu'il avait un droit de direction sur l'homme à l'orangeade qui, par moments, se levait à demi, interpellait un garçon avec une soudaine colère, puis un bref asseyez-vous, restez tranquille, ou je vous emmène, dit par son compagnon, reprenait sa place d'un air vaincu et furieux, et se mettait à tourner lentement la tête de droite à gauche, examinant les choses avec un regard qui semblait remonter d'une équivoque profondeur. Les tziganes arrivaient l'un après l'autre, bâillant, l'air ensommeillé et déjà las d'avoir à jouer devant un public si mince. Jacqueline prit une des roses à longues tiges jetées sur la nappe et la respira. Elle écoutait à demi la conversation qui s'était figée comme le croc d'un navire à l'abordage sur le mariage masqueré. Madame d'Audichant avait noté toutes les discordances, les détails de pompes ridicules, les affectations de simplicité. Elle raillait d'un air bonasse de la plus sûre cruauté. Monsieur d'Audichant s'étonnait que son vieil ami, le général de Trois-Bras, eût consenti à servir de témoin. Je sais bien que c'est un camarade de promotion du père de Mascret, disait-il condescendant quoique fâché. Ça ne fait rien, ce n'était pas sa place. Les Trois-Bras étaient à la première croisade, après tout. Certainement, on reçoit volontiers madame Steinweg, elle fait bien dans un salon comme les fleurs. Les jolies femmes, n'est-ce pas? Ça n'a ni patrie, ni religion, ni rien. Mais Steinweg, que diable! Sa fortune, hein, on sait d'où elle vient. Avez-vous vu les grâces que faisait madame Steinweg aux 2 duchesses?
C'était comique, observa madame Darlinde. Jacqueline, assise à côté de Marken, ne lui parlait pas. De temps à autre, ils se regardaient. Une irritation vint à madame Desmoustiers contre ces gens. Elle aurait voulu causer librement avec lui et qu'il fût seul. Un âpre coup d'archet venait de déclencher l'orchestre. Une grosse phrase lente et sombre se tordait lourdement aux cordes basses des instruments. Elle prophétisait un drame d'inquiétude et de déchirement, hésitait, défaillante, puis modifiée dans le sifflement ascendant d'une arabesque. Elle s'épanouissait en un rythme de valse voluptueux, suspendu, et qui battait un rythme de cœur oppressé. La phrase montait claire et mince comme un jet d'eau, retombait mortellement blessée, et sanglotait tout bas un secret aux notes profondes du violoncelle. Jacqueline, accoutumée à ces musiques équivoques que l'on entend dans tous les restaurants du bois, s'étonna d'y avoir, ce soir-là, les nerfs si complaisants. À travers la fenêtre ouverte, elle regardait dans la nuit un grand arbre dressé sur la pelouse et qui laissait pendre de paresseuses vignes vertes grisées par la lumière, paraissait marquer la limite entre les féeries nocturnes, le monde de l'impossible aventure et les gens qui dînaient dans le réel et la gaieté. Au point où s'attaquaient la lumière et l'ombre, des géraniums brillaient d'une ardeur étrange de regards avides. Au fond, c'étaient des obscurités de velours, d'huile et de goudron, parmi lesquelles pâlissait le ruban de la grande allée, animé parfois d'un point de feu cursif par le lampion d'une bicyclette. Le silence extérieur qu'on entendait dans les courts instants où la conversation était moins haute s'écartait pour laisser passer le ronron vibrant d'une automobile, aussitôt disparu. Dehors, la nuit, l'inconnu, le mystère des possibilités, et dans la cage de verre aigre de lueur, cette musique qui incitait, promettait et révélait d'avance les futurs regrets. Écoutez, disait la petite madame de Lurcel, je trouve qu'il commencerait à être temps de prendre une bonne décision. Ou renonçons à débiner les gens que nous recevons, ou renonçons à les recevoir, car enfin, c'est curieux tout de même de si bien accueillir ceux que nous nous étonnons de voir admettre ailleurs. Ma chère, fit madame d'Audichon, tu as une âme de janséniste, on te connaît, mais c'est surtout une loi de prudence que voudrait établir madame de Lurcel, dit Marken, en versant du champagne dans la coupe de madame d'Audichon. C'est drôlement dangereux de fréquenter affectueusement les gens qu'on méprise. Supposez qu'il s'en trouve quelqu'un que le snobisme n'engage pas à supporter tout de vous, et qu'ayant eu pour seul espoir de conquérir votre sympathie, il découvre qu'il n'a gagné que votre dédain. Si un de ces individus que vous admettez pour les railler ensuite avec un si terrible esprit s'apercevait de n'avoir été toléré qu'à titre d'instrument, savez-vous qu'il pourrait avoir la tentation de se venger? Vous avez l'air de raconter l'histoire d'une de vos connaissances, fit monsieur de Lurcel. On raconte toujours l'histoire de quelqu'un, quoi qu'on dise, répondit légèrement Marken, car tout est déjà arrivé, et tant de fois. Comme c'est ennuyeux à penser, dit Jacqueline. On aimerait tant à savoir que ce qu'on sent n'a jamais été senti. Il faut se contenter de l'espoir que cela ne l'ait été que rarement, et l'on peut croire cela quand on a la certitude d'être, par quelques points, un peu exceptionnel. L'exception, l'excentricité, c'est le désordre, proféra monsieur d'Audichon.
J'espère bien que vous n'êtes pas partisan du désordre. Aussi, cher monsieur, tout à fait. Je suis partisan du martyre, du sacrifice, des grandes passions, du génie, de tout ce qui rompt la norme. C'est absurde! S'écria madame d'Audichant, abandonnant une aile de faisan dans un accès d'indignation gaie. Ces grandes affaires-là détraquent tout, et d'abord elles mettent tout le monde de mauvaise humeur. J'admire les martyrs parce qu'on m'a appris que c'est une chose à faire, et puis parce que je ne les ai pas connus personnellement. Mais je sens que si j'avais été leur contemporaine, ils m'auraient agacée à la fureur. C'est si intolérable de voir des gens se donner des airs parce qu'ils font des choses dont on se sait incapable. Mais le sacrifice, maman, dit madame de Lurcel, on est toujours un peu capable de ça. Laisse-moi donc tranquille, c'est de la pose pour étonner la galerie. N'est-ce pas la sœur de Pascal, il me semble, qui raconte cette bonne histoire d'un homme qui, après avoir étonné les populations par les mauvais traitements qu'il s'infligeait à lui-même dans une sainte intention, s'était pour finir retiré dans un désert. Un de ses amis va le voir, le trouve mangeant à l'heure de nonne, alors que lorsqu'il vivait dans le monde, il ne mangeait qu'à l'heure des vêpres. Stupéfaction scandalisée de l'ami, qui aimait à voir les autres se macérer dur, explication du saint homme, il avoue qu'il n'avait pas besoin de manger, lorsque les louanges qu'on donnait à ses austérités soutenaient son courage, mais qu'au désert, personne n'étant là pour s'écrier d'admiration, il n'est plus aidé par rien et doit satisfaire son estomac. Que dites-vous de l'histoire, monsieur Marken? Elle est probante, je pense. Elle est charmante, madame, et on n'y saurait répondre. Il est parfaitement exact qu'on ne fait rien de grand ni de difficile que pour conquérir l'admiration. La façon la plus certaine de classer les esprits avec justice consisterait à les diviser en deux catégories. Ceux qui veulent étonner la foule et ceux qui ne souhaitent l'admiration que d'un seul être. Et, dit madame d'Arlinde, il est aisé de voir, d'après votre accent, que c'est à la seconde catégorie que vous appartenez. Sans doute, madame, on n'est jamais désintéressé. Les hommes qui me racontent qu'ils ont usé leur vie à faire triompher une idée pour le pur amour d'elle me touchent, car j'aime les illusions, mais ils ne me persuadent pas, et je cherche volontiers l'intérêt particulier qu'ils ont à ce que cette idée-là fasse son chemin. Il faut un moteur à toute ambition. Il n'en est pas de plus puissant que la conquête de l'esprit d'une créature élue. Vous admirez le politicien qui, pour amuser une jolie femme, renverse le ministère? Je reproche aux politiciens d'avoir trop rarement d'aussi bonnes raisons pour renverser les ministères. J'aime énormément votre façon d'envisager ces choses, dit madame d'Arlinde, avec le célèbre regard de biais qui a troublé deux générations de pauvres hommes. Des phrases se croisèrent, chacun dit son avis sans écouter celui du voisin, les tziganes attaquaient un nouveau morceau, le cymbale long nasillait en notes pressées et fourmillantes. Ce fut d'abord un martèlement précipité, pareil au piaffement des chevaux, dont on contient l'impatience. Puis un vaste arpège s'élança. Les chevaux étant libres, la horde s'éparpillait en un galop sauvage dans la plaine ouverte. Le vent qui coupait la course folle sifflait aux cordes des violons. Marken ne parlait plus. Il écoutait cette musique, les paupières serrées, les yeux aigus et lointains, un sourire nerveux bougeant au coin de sa lèvre. On causait vivement. Vous connaissez cet air-là? Dit Jacqueline à demi-voix. Je l'ai souvent écouté là-bas, dans la plaine hongroise, où l'on voit des mirages, répondit-il si bas que nul autre qu'elle ne put l'entendre.
Détournée de la table, bras noués au dossier de sa chaise, Jacqueline de nouveau regardait dans la nuit et laissait entrer en elle les rafales chaudes de la musique. Les sons s'enchevêtraient, furieux et cruels comme des membres, des chevelures et des crinières durant le combat. Des notes hautes du violon, des cris jaillissaient. Le violoncelle haletait, l'agonie des corps tombés qu'on foule. Puis, à l'appel irritant du cymbalon, tous les instruments réunis en une colère renouvelée s'attaquaient encore, se pénétraient à la manière de couteaux tranchant la chair. Cela disait la brutalité triomphale, le rire frénétique du meurtre, une volupté trop forte, la mort suspendue au-dessus d'un plaisir surhumain. Puis, soudain, la plaine était vide, la horde avait passé. On entendait la rumeur confuse de sa fuite déjà lointaine, et rien ne restait plus que la plainte lente et nostalgique d'un cœur trop lourd de désir. La phrase calmée insistait, traînante et molle, se rompait au contact de l'impossible, courbait les replis de son gémissement inapaisable, se redressait soudain acharnée et brûlante, retombait en interrogation fiévreuse. Était-ce la peine de vivre? Existait-elle cette joie sans pareille, dont l'universel désir fait sangloter la terre dans les nuits d'été? Jacqueline, pâlie d'angoisse, se tourna vers Étienne. La rencontre de leurs pensées fut si violente qu'elle baissa les paupières et qu'il détourna la tête. Au galop, fauchant, écrasant la route, la horde revenait par la plaine au mirage, plus vite encore, plus haut, et tous les instruments réunis criaient de la suprême énergie de leur voix la conquête définitive d'une joie vaste comme la mort. Et Jacqueline sentit que cette minute de rage et de volupté emportait son vouloir, l'éparpillait dans un tourbillon de rires, de pleurs, d'espoir, de cris et de plaisir. Cela s'interrompit d'une saccade. Il fit froid, morne et sombre dans la tiède pièce claire. D'un signe, Marken appela le chef d'orchestre et, du bout de sa main sèche, dont le geste avait le mépris ou la passion des choses qu'elle touchait, il tendit un billet de banque au musicien qui s'effondra de reconnaissance stupéfaite. Puis, remplissant d'eau le verre qui était devant lui, il le vida d'un trait. Il avait le visage plein d'ombre et de lumière. L'excès des sensations le martelait d'une expression nouvelle et lui donnait un style si âpre et si magnifique qu'autour de lui toutes les figures se vulgarisaient. Vous aimez cette musique-là? Dit madame de Lurcel. Oui, beaucoup. Il se mit à parler avec une gaieté brusque. Le dîner était presque fini. Il proposait d'aller au point du jour pour donner aux femmes l'amusement de voir les rôdeurs qui se réunissent là dans un cabaret. Mais personne ne témoigna d'enthousiasme pour ce projet. L'entrain baissait, les Américains et leurs cocottes indivises étaient partis, la mélancolie de la nuit d'automne entrait plus largement par les fenêtres, chacun sentait la fatigue de la journée, on songeait à rentrer. Nous avons pris un landau au Grand Hôtel, dit madame d'Audichon. On fait des choses comiques en cette saison. Nous pourrons bien y tenir 5. Avez-vous des voitures, chers amis? Ceci s'adressait à Jacqueline et à madame Darlinde. Toutes deux répondirent que non. Eh bien, laquelle vient avec nous? Emmenez madame Darlinde, dit Jacqueline. Je rentrerai à pied avec monsieur Barrois, s'il y consent. Ça me fera du bien de marcher. Mais madame, la route est bien longue, observa Marken d'un ton de courtoise indifférence. Si vous voulez bien m'y autoriser, je vous reconduirai, vous et monsieur Barrois. J'ai mon auto. Acceptons-nous, cher ami? Demanda Jacqueline à Barrois. Certainement, si c'est de moi que cela dépend. Eh bien, voilà qui est arrangé pour le mieux, dit madame d'Audichon.
Maintenant que nous sommes tranquilles sur le sort de Jacqueline, allons nous coucher. Je tombe de fatigue. Cher monsieur Marken, cette petite fête était délicieuse, beaucoup mieux ordonnée que celle des Steinweg. La poularde à la crème, incomparable. Je vous remercie bien de nous avoir fourni l'occasion de terminer si agréablement cette sotte journée. Maintenant, on ne va plus se revoir qu'en décembre, je pars demain. Et vous, Jacqueline? Moi aussi. J'attends du monde mercredi à Blanche-Roche. Je vous plains. Allons, adieu. Mes souvenirs passionnés au bel André. Vous savez mes sentiments pour lui. Toute feinte serait inutile. Oui, merci, chère madame, bonsoir. Tout le monde répétait hâtivement bonsoir. On remettait les manteaux avec cette précipitation joyeuse qu'apportent les gens du monde en chaque occasion de se quitter ou de se rejoindre. Le landau reçut les Audichans, les Lurcel et madame d'Arlinde, s'ébranla et disparut dans la nuit. L'automobile était devant la porte. Marken fit monter Jacqueline, lui enveloppa soigneusement les genoux dans une fourrure, puis, tournant autour de la machine, s'assit à côté d'elle en passant avec une brusque dextérité sous le volant de direction. Vous avez des couvertures là-dedans, n'est-ce pas? Dit-il à Barrois, qui s'installait dans le tonneau à côté du mécanicien. Oui, oui, ne vous occupez pas de moi, songez seulement à la précieuse vie que vous tenez entre vos mains, dit le vieux chimiste. Que je tiens entre mes mains, répéta Étienne, puis il eut un rire âpre. Soyez tranquille, j'y songe. Le moteur secouait la voiture de sa tremblante véhémence. On eût dit d'une bête prise, pleine de colère et d'un vouloir d'échapper. Jacqueline sentait sous ses semelles cette vibration faite d'un désir d'élan, et elle aussi avait ce désir. Une ivresse captive et impatiente battait dans son sang. Voulez-vous que nous fassions un tour avant de rentrer? Demanda Marken qui avait fini de vérifier sa machine et dont les mains posaient sur le volant. Oui, allons. Le tapage tumultueux fondit en un long gémissement, plainte tendre de la force enfin satisfaite. La voiture partit d'un mouvement souple. Rejetée en arrière par le démarrage, Jacqueline restait appuyée, son épaule frôlant celle d'Étienne. Vous n'avez pas peur, n'est-ce pas? Non, allez vite. Il répondit d'un signe de tête. L'automobile filait avec une rapidité folle. Les arbres au passage semblaient se disloquer, tomber dans des abîmes. Les nuages du ciel fuyaient. La lueur des phares trouait la nuit d'une courbe jaune autour de laquelle les ténèbres s'épaississaient. Les paysages couraient pareils aux rayures d'une étoffe. Sur le sol, un caillou, une paille, s'éclairaient un instant comme des fragments précieux, et le chemin semblait tiré en arrière par une force énorme et vertigineuse. Le poids de l'air plaquait au visage comme un masque gelé, vibrant, que rien ne semblait devoir détacher jamais. Jacqueline éprouvait que cette vitesse qui l'emportait, ce n'était pas un phénomène extérieur à elle, mais une manière d'être surhumaine de sa volonté devenue mouvement, et que, s'ils allaient ainsi, c'était mené par son front appuyé au vent, par ses mains contractées, par son cœur qui se précipitait et par le tourbillon de son sang. Plus vite, dit-elle à travers ses dents serrées. Elle eut alors l'impression que toutes les silhouettes étaient des lames qui taillaient l'espace. La scène apparut un moment sous la lune, limpide comme une source vive, puis disparut. Le ciel se purifiait de ses nuages. L'atmosphère était pareille à un cristal mince, les étoiles très blanches, pas une buée, tout était net, coupant, éperdu. Les formes éloignées se rejoignaient en fraternelles arabesques. Il devenait sensible dans la communion oscillante de tout que la volonté secrète de la nature relie par une analogie mystérieuse le dessin de l'arbre à celui de la colline. Et Jacqueline, l'esprit surexcité, songeait avec un plaisir d'hétéromane prêt à saisir le sens caché des grands problèmes, à cette identité qui rapproche les choses diverses, à ce jet unique du génie créateur qui emploie une intention et un mode pareils à façonner
toutes les apparences. Elle devinait que la structure d'un cristal et l'ardeur d'une pensée amoureuse sont des manifestations pareilles et obéissent à une même inévitable et merveilleuse loi. Dans la frénésie de cette course, elle se sentait libre, puissante et superbe, les veines trop pleines, et le bruissement de sa propre vie l'emplissait d'un tumulte ambitieux. Elle n'eut aucune surprise à sentir la main d'Étienne se poser despotiquement sur la sienne. Elle n'avait pas remis ses gants. Leur peau froide devint brûlante au contact qui se prolongeait, et elle planta ses ongles dans les doigts qui la maintenaient, joyeuse de penser au danger où il la mettait en menant d'une seule main à une telle allure. Ils arrivaient sur une voiture dont le conducteur, endormi sans doute, ne se dérangeait pas. Étienne fit le mouvement instinctif de se dégager. Elle le retint. Il eut un sourire d'orgueil qu'elle vit. « Et si nous entrons là-dedans » dit-il. « Tant pis, tant mieux, » répondit-elle. Et leurs doigts mêlés se tordirent. La voiture dépassée, on entendit la voix de Barrois qui criait « Est-ce que nous allons quitter la France ?»« C'est vrai ? Où sommes-nous ? Où allons-nous » demanda Jacqueline. « Ah, je ne sais pas, qu'importe. »« Il faut rentrer. Le pauvre Barrois n'est pas tranquille et il a raison. »« Rentrer, vous quitter, dites, voulez-vous que je jette la machine sur ce talus ? Ce serait fini. Il n'y aurait rien après. »« Si vous voulez, » répondit-elle d'une voix paresseuse. Elle savait qu'il ne plaisantait pas, et que le goût de la mort, aboutissement du désir, était en lui comme il avait été en elle l'instant précédent. Barrois vociférait son indignation. « Oui, oui, nous allons tourner dans un instant, » lui cria Marken. Puis, très bas, parlant vite, « Vous avez dit que vous partiez demain, c'est impossible. Je ne supporte pas l'idée de ne plus vous voir sans avoir pu vous parler librement. Donnez-moi cette journée, il n'y a personne à Paris. Et puis, qu'importe, il le faut. Dites. »« Oui, je veux bien, » répondit-elle. « Je vous attendrai à 11 heures, au coin de l'avenue Marigny et des Champs-Élysées. Nous déjeunerons ensemble quelque part et nous causerons. J'ai tant besoin de causer avec vous. C'est entendu. » Il ralentit l'automobile, vira et reprit le chemin de Paris à toute vitesse. Ils ne dirent pas une autre parole jusqu'au moment où la voiture s'arrêta devant la porte de Jacqueline. « Mon cher monsieur, » dit Barrois qui était descendu lestement, « vous venez de me fournir sur moi-même un renseignement duquel je vous reste fort obligé. Je me croyais en état de détachement philosophique, il n'en est rien. Je suis certainement l'homme le plus attaché à la vie entre tous les hommes qui ont eu l'avantage d'analyser les affres de l'agonie et de ne pas mourir pourtant. » Adressez vos reproches à Madame Desmoustiers, mon cher maître. Elle m'a ordonné d'aller vite, et ce n'est pas à vous que j'apprendrai qu'on ne discute pas ses ordres. Évidemment, dit le chimiste qui éternuait comme un maniaque. C'est d'ailleurs charmant, mais vous m'excuserez si je prends un honnête fiacre pour rentrer chez moi. Ne restez pas là, sauvez-vous, fit Jacqueline d'un ton câlin. Je suis pleine de remords. Ne manquez pas de m'écrire demain pour me dire si vous êtes enrhumé. Je pourrais peut-être vous le dire moi-même, si vous ne partez que le soir. Non, je prends le train de 10 heures du matin. J'ai tant de choses à faire avant l'arrivée de mes invités. Adieu, cher ami, écrivez surtout. Barrois arrêta un fiacre qui passait et y monta. Jacqueline sonnait à sa porte. Ses cheveux, libérés par le grand vent, ondulaient en larges plis autour de sa figure pâle, qui, avec cette coiffure défaite et l'anxiété mal apaisée de son regard, avait une ardeur inhabituelle, comme si ce plaisir qu'elle venait de goûter laissait en elle un écho et l'appétence d'émotions plus fortes encore. La porte s'ouvrit. Marken dit de son accent volontaire « Demain, vous ne changerez pas d'avis ?»« Non, non. Pourquoi changerais-je d'avis ?»« Oui, c'est vrai. Pourquoi ?» Elle le regarda encore une fois et vit dans ses yeux le désir d'elle si fort qu'elle hésita. Puis, secouant sa magnifique chevelure défaite, elle dit l'air résolu. « Je tiens ce que je promets. » Et elle entra dans la maison. 6.
Vers quoi allait-elle, en marchant de ce pas qu'il lui fallait un grand effort pour rythmer en tranquille flânerie, tandis qu'elle descendait les Champs-Élysées? Était-ce à la banale et véhémente aventure de l'adultère qu'aboutiraient le lent travail intérieur et les secousses subies depuis 2 ans et demi? Dès son réveil, elle avait discuté avec elle-même cette possibilité. Après en avoir accueilli les images, elle les rejetait énergiquement, et sa résolution accroissait sa fierté. Elle était en avance au rendez-vous, ayant prémédité d'user, dans l'ennui de l'attente, la surexcitation que lui donnait son imprudence. Elle s'arrêta à regarder les gouttes d'eau luisantes qui tombaient avec un bruit pesant de grains de verre dans la fontaine. Une odeur de feuilles sèches, délicate comme l'arôme d'un sachet ancien, et une saveur de moisissure puissante comme un conseil, circulaient dans ce coin des Champs-Élysées. Elle rompit son engourdissement rêveur et s'efforça de penser avec précision. Certes, elle dominait cet homme qui allait venir, il l'aimait, comme jamais peut-être on ne l'avait aimé. Elle se sentait la maîtresse du danger accepté. Sa liberté totale était près de se réaliser dans l'asservissement d'un être que rien encore n'avait dompté. Elle sentait son énergie pour la première fois de sa vie et en jouissait. Comme elle était différente de la pauvre femme pleine de sanglots et de folie qui avait couru chez Eric Hansen pour guérir son orgueil meurtri. Elle s'était bien examinée depuis la veille, et en sincérité, elle n'acceptait pas que ce fussent les incitations de la musique et la griserie de la course qui l'eussent déterminée à risquer cette compromettante aventure où elle se trouvait prise. Non. La vraie raison, la seule, c'était l'envie de vérifier sa propre résistance et la prise qu'elle avait sur Étienne. Il s'agissait de se bien démontrer, par l'exemple, qu'elle était supérieure à cette faiblesse des nerfs et du cœur qui livre la femme au fort désir de l'homme, et que cet homme-là était assez sa chose pour la respecter, puisqu'elle voulait qu'il fît ainsi. Elle ne s'était pas occupée de rechercher si le sentiment vif et déjà tenace qui la poussait vers lui était de l'amour. Les sentiments qu'il avait pour elle l'ayant jusque-là exclusivement intéressée. Elle s'interrogea là-dessus. À quoi reconnaît-on qu'on est amoureuse? D'abord, sans doute, au tourmentant besoin de joindre toute sa destinée à celle de l'être cher. L'hypothèse la fit sourire. Elle se vit, déjeunant tous les jours à la même table que Marken, échangeant avec lui des aperçus sur une sauce imparfaite, discutant des intérêts pratiques, l'attendant pour sortir. L'idée de causer familièrement avec lui le matin avant son bain, comme elle le faisait avec André, lui parut horriblement choquante. Non, évidemment, elle n'était pas amoureuse, puisque l'image de leur vie mêlée se présentait sous des aspects burlesques et intolérables. Mais lui, songeait-il à rien de pareil? Elle avait bon espoir que non. Cependant, qui pouvait le dire? Peut-être allait-il offrir quelque absurdité, un départ romantique par exemple, que lui répondre s'il en était ainsi? Marquin aurait tôt fait d'apercevoir ce qu'elle découvrait elle-même en s'étudiant de près, son goût de la correction, des élégances morales, et que jamais probablement elle n'aimerait assez un homme pour faire à cause de lui un de ces grands mouvements de passion qui jettent bas le décor mondain et isolent une femme dans le mauvais côté de l'opinion. Il la jugerait de médiocre caractère, mais en somme, tout cela signifiait proprement qu'elle n'était pas éprise de lui, et elle ne lui avait pas dit qu'elle le fût. Le courage un peu défaillant, marchant plus lentement, elle se souvenait du besoin si fort qu'elle avait eu la veille de ses yeux, pendant que la musique remuait l'air d'une intoxicante folie, et du moment où elle lui avait enfoncé ses ongles dans la main pendant cette course qui déchirait la nuit. Bien qu'elle n'eût pas dit qu'elle l'aimât,
Il était fondé à le croire. Comment avait-il interprété ce consentement si rapide à passer la journée seul avec lui? Aucun doute n'était possible à ce sujet. Il avait dit: «Je vous aime trop pour vous désirer». Mais depuis cette parole, la distance entre eux s'était singulièrement rétrécie. Elle avait mal calculé en pensant qu'à flâner seule avant de le retrouver, elle conquerrait le calme. Ces réflexions lui apportaient l'inquiétude, et elle commençait à n'être plus si certaine du dénouement de l'aventure. Il allait venir avec le sentiment d'un accord tacite établi entre eux. Le refus net qu'il faudrait formuler à un moment donné le jetterait sans doute dans une de ces colères dont elle avait vu quelque chose peu de mois auparavant alors qu'elle ne lui avait encore donné aucune prise sur elle. Que serait-ce maintenant qu'il se croyait des droits? Avant la fin de cette journée, il pouvait se faire qu'ils fussent séparés par de la haine et d'irréparables violences. Elle regretta d'être là, eut envie de rentrer chez elle, de lui écrire qu'elle était malade. Elle l'aperçut venant à sa rencontre. Son agitation tomba. Il n'y eut plus en elle que la volonté fixe de le garder à tout prix. Il marchait très vite et l'eut bientôt rejointe. Bonjour, dit-elle avec un sourire délicieux. Étienne était grave. Il avait cette figure tirée, vieillie, que lui donnait l'émotion. Il avait serré si rudement la main de Jacqueline que les pierres de ses bagues lui meurtrirent les doigts. Il dit: Je croyais que vous ne viendriez pas. J'avais promis, répondit-elle, et elle se rendit compte que le sérieux involontaire de son accent devait augmenter l'équivoque de la situation. Mais une grande indifférence lui était venue des conséquences que pourraient avoir ces paroles. L'appétit d'émotion réveillé par la vue d'Étienne dominait les prudences et les scrupules. Elle ne songeait plus à rien qu'à vivre fortement cette heure singulière. Il la regardait d'un si pesant regard qu'elle sentit sa faiblesse et n'en eut pas la honte, mais une joie exquise. Ils marchaient lentement, sans rien se dire. Un ouvrier les croisa, allant d'un pas lourd et inégal. Il les examina l'œil gouailleur. Jacqueline sut qu'elle avait l'air d'une femme qui vient de retrouver son amant, et que ce passant grossier ne doutait pas du lien qui les unissait. Une gêne la crispa, mais très vite, elle reprit sa vaillance hasardeuse et le ton vif. Où allons-nous? dit-elle. Déjeuner quelque part où vous voudrez, au bois? Ça m'est égal. Je vous ai donné cette journée, à vous d'en régler les circonstances. Il fut un moment sans répondre, distrait en apparence. Il regardait à terre et du bout de sa canne déchaussait les petits cailloux incrustés dans le sable. Enfin, d'une voix indifférente, il nomma un hôtel récemment construit dans le voisinage. Nous pouvons aller là si vous voulez. Oui, allons. Elle avait fait un effort pour dire cela simplement, car le choix de l'endroit la renseignait sur les intentions d'Étienne. N'aurait-elle pas dû insister pour déjeuner au bois, en plein air? On verrait bien. Marquin héla un fiacre, donna l'adresse, puis, lorsque la voiture roula, se mit à parler littérature ingénieusement, l'esprit libre, très gai, parfaitement à l'aise. Elle eut quelques déceptions. Elle avait compté, en le voyant si ému lorsqu'il l'avait abordé, qu'il serait immédiatement passionné, éloquent, difficile à manœuvrer. Elle songea qu'elle le jugeait mal peut-être et qu'il avait dit vrai en affirmant qu'il l'aimait par-delà le désir. Elle fut tout d'un coup entièrement rassurée, au point même de regretter l'inquiétude récente dont le goût était plus fort que celui de son actuelle tranquillité. Elle se moqua d'elle-même d'avoir préparé des défenses d'un si beau style et dont elle n'aurait pas l'emploi car décidément elle ne risquait rien. Descendue devant l'hôtel, elle eut, à voir payer le fiacre par Marken, l'impression que pour quelques heures il était responsable d'elle et un peu son maître. Elle ne débrouilla pas si c'était là une des choses qui lui plaisaient ou si elle en avait de l'agacement. Attendez-moi un moment, voulez-vous? Je vais choisir un salon, dit Marken en la faisant entrer dans une manière de parloir clinquant et somptueux.
Elle restait seule, regardant par la fenêtre les passants plus rares à cette heure. À mesure qu'elle avançait dans son aventure, elle avait le cœur plus affermi. Elle pensa à son mari, qui cultivait en Bretagne les agréments d'une nouvelle liaison. Elle souhaita cordialement que tout dans cette affaire allât aussi bien qu'il le désirait. Elle était certaine de son droit à la liberté, et concédait volontiers le même droit à tous. Si quelqu'une de ces relations fût entrée, s'informant des raisons qu'elle avait d'être là, elle eût répondu tranquillement: «J'attends monsieur Marken, avec qui j'ai rendez-vous pour déjeuner». Mais personne ne vint lui offrir l'occasion d'affirmer son mépris de l'opinion. Étienne reparut, s'excusant d'avoir trop tardé, et lui enseigna le chemin. Elle retrouva dans les yeux du petit bonhomme qui manœuvrait l'ascenseur la même expression de gouaillerie qu'elle avait vue à ceux de l'ouvrier. Ce mioche érudit ès-mœurs parisiennes avait coutume de monter des dames qui venaient déjeuner avec des messieurs en cabinet particulier. Il savait à quelle fin, mais ce qu'il ignorait, le petit bonhomme, c'est que cette jolie dame-ci n'était point comme les autres, et qu'elle pouvait tout affronter étant sûre de tout vaincre. À se sentir incomprise du boy de l'ascenseur, elle eut l'agréable certitude de circuler dans un beau mystère. Ils traversèrent des couloirs, une porte s'ouvrit, et Jacqueline, de son allure calme et hautaine, entra dans une pièce décorée de pâtes Louis XV, meublée de fauteuils et de canapés en damas groseille et bois doré. Au milieu d'une table hideuse, incrustée de cuivre et d'écailles, un lustre en cristal au plafond et sur la cheminée une pendule où des amours se livraient à de paradoxales gymnastiques. L'endroit était sans âme et d'une complète décence. Les canapés semblaient n'avoir jamais eu d'autre fonction que d'attendre les sacs de voyage qu'on jette d'un mouvement fatigué lorsqu'on descend des trains. Nulle mémoire ne dérangeait l'impassible anonymat des apparences. Le déjeuner fut long à ordonner. Marken mettait à consulter Jacqueline sur chaque plat cette insistance que les hommes considèrent comme une marque de dévouement et qui ennuie si merveilleusement les femmes pour lesquelles commander un repas ne constitue point un plaisir particulier. Le garçon évitait de regarder Jacqueline. Ses yeux allaient mécaniquement de la figure de Marken à la carte, comme si ignorer qu'il y eût là une dame eût été la partie de son style professionnel à quoi il tenait le plus. Enfin il sortit, le sourcil préoccupé en portant la commande. Est-ce que vous n'ôterez pas votre chapeau? Dit Étienne avec le même air distrait qu'il avait eu pour proposer de déjeuner dans cet hôtel. Mais non, quelle idée bizarre. Pourquoi voulez-vous que j'ôte mon chapeau? Pour voir vos cheveux, tout simplement. Eh bien, vous vous passerez de cette joie-là, fit-elle gaiement. Voyons, depuis quand déjeune-t-on sans chapeau au restaurant? D'ailleurs, même si c'était protocolaire, je n'en ferais rien. Ça m'assomme de remettre mes épingles. Il eut un sourire de moquerie. Vous pensez que ce serait quoi? Trop familier, indécent ou dangereux peut-être? Ah certes non, rien n'est dangereux, riposta-t-elle vivement. Et soudain, décidée, elle se décoiffa, fit bouffer ses cheveux, ôta et remit la petite broche de pierreries qui fixait les mèches courtes à sa nuque, et tournée de trois quarts devant la glace, s'assura que tout était en ordre sur sa tête. Le garçon était revenu, il mettait le couvert avec des gestes accélérés de prestidigitateur, et dont la rapidité semblait destinée à distraire l'attention du public de la place particulière où il posait les assiettes pour favoriser leur prochaine transformation en rose de papier. Tout en lui exprimait sa contrition de ne point se hâter davantage encore. La voltigeante certitude qu'il avait d'être impertinent en restant là divertit Jacqueline. Lui aussi pensait que lorsqu'une dame vient déjeuner tête à tête avec un monsieur en cabinet particulier, les œufs brouillés posés sur la table, elle s'assit. Étienne la servait avec un soin tendre. Puis, comme elle lui laissait le soin d'attaquer la conversation, il se mit à la remercier d'être venue.
C'est bien conforme à vous d'avoir accepté si simplement de passer quelques heures avec moi. Vous êtes au-dessus de toute banalité. Quoi qu'il arrive jamais, je vous garderai la reconnaissance de cela, et je demeurerai accroché à votre volonté comme une chose à votre service. Et puis, dit Jacqueline, gênée par l'insistance de son regard, et puis, il faudrait vous dire combien je vous aime. Je ne peux pas. Le garçon entra, après avoir tourné le bouton de la porte d'un effort bruyant, et, comme si quelque monstrueuse difficulté se fût interposée entre son vouloir et son pouvoir de l'ouvrir. Il ôta les assiettes, leur en substitua d'autres avec une clownesque dextérité, offrit le poisson. Vous ne prenez pas de sol? Je vous avais bien dit que vous ne l'aimiez pas. Mais si, seulement je n'ai pas très faim. Prenez-en un peu, je vous en prie. Et ce redoreur garçon, vous savez, c'est aujourd'hui que nous comptons le boire. Il vient, monsieur, il vient. Vite, n'est-ce pas? La porte se referma. Jacqueline commençait d'apercevoir une possibilité de ridicule dans l'équivoque qui tout à l'heure lui paraissait pleine de beauté. Peut-être y avait-il des choses mieux décoratives à faire que de manger un filet de sole dont on n'a pas envie en face d'un homme qui vous adore. La discordance de l'état intérieur avec les circonstances matérielles agit désagréablement sur elle. Marken dit « Comme j'ai déjà souffert à cause de vous ». Elle songea qu'après cela, il allait peut-être la forcer à reprendre du poisson. Un peu agressive, elle demanda, sans souci de ce qu'il venait de dire, « Êtes-vous souvent venu ici avec des femmes? Le maître d'hôtel a l'air d'avoir de l'amitié pour vous. Avez-vous pu croire que je vous amènerais dans un endroit où… » Comment avait-il prononcé amènerait? C'était bien cela. Il l'avait amenée. Il disposait d'elle. S'appuyant au dossier de sa chaise, l'air distrait, elle répondit. Pourquoi pas? Quel inconvénient y aurait-il à déjeuner avec une amie, dans un lieu où on est venu avec des maîtresses? C'est tellement différent. Oui, très différent, je le pense, au moins. Mais je ne saurais même établir de comparaison, car vous avez tué tous mes souvenirs. Rien qu'en passant devant ma vie, vous en avez modifié les aspects. Une parole de vous fait ma journée pleine ou vide. Quand j'ai touché vos doigts, je deviens insensible à tout contact, isolé dans ma fierté et dans ma joie. Rien de ce à quoi vous n'êtes pas mêlé n'a de sens. Pour qui vous aime, vous devenez l'âme intime de toute beauté. Il n'est pas une ligne noble qui ne rappelle quelque chose de vous, une musique sublime qui ne vous évoque, un grand vers où vous ne soyez tout entière présente. L'autre jour, je suis allée chez Dalton voir un vase grec qu'il vient d'acheter, une forme merveilleuse. Il vous ressemblait, ce vase. Je ne pense pas qu'aucune autre femme, pas même Hélène de Troie, que les vieillards émus regardaient passer au soleil couchant, ait à ce point concentré en soi toutes les formes de la nature et de la pensée, pour en faire sa substance éloquente, le mouvement merveilleux de sa vie. Il me semble qu'on mourrait de joie si on osait se croire apte à vous donner une émotion. C'est chose très facile que de me donner de l'émotion, dit Jacqueline qui ne souriait plus. Non, pas celle où toute la vie est en question et s'engage. Rien n'engage la vie entière. Quand on est de bonne foi, on ne fait marcher que pour des heures, dit Madame Desmoustiers, cherchant à retrouver le ton de la plaisanterie. Vous voyez, nous sommes d'accord. Vous ne connaissez pas, et sans doute vous ne connaîtrez jamais, le bouleversement causé par la rencontre de l'être qu'on pressent détenteur de la joie unique et particulière que chacun de nous cherche à travers tout, cette joie plus forte même que la souffrance dont elle est faite. Vous savez, l'amour de Tristan et d'Iseux, cet amour qui garde le masque de l'épouvante et où le baiser doit avoir le goût de la mort. Le bouton avertisseur travailla, le garçon, pareil au destin ironique, reparut et produisit avec de grands efforts
un cliquetis terrible de couverts et de porcelaine. Il versa de haut le champagne dans les verres, servit l'entrecôte, parut stoïquement décidé à ne faire aucune des 100 questions qu'il avait dans la tête, et, saisi par la soudaine conscience d'un devoir lointain, s'échappa avec un envolement des basques de son habit. Si nous parlions politique, dit Jacqueline. Prompt à comprendre, Étienne épilogua sur des sujets indifférents. Le malaise de Jacqueline s'accrut. Elle y appuya sa pensée pour mieux enfoncer en elle sa détresse singulière. Écoutant à peine Marken, elle se répétait. C'est bien la vie, ce mot qu'on dit, la voix chargée de lassitude, et comme si en le prononçant, on donnait à la douleur son véritable nom. La vie, qui heurte de ses grossières réalités les frêles constructions d'ardeur et d'espoir où l'âme humaine voudrait se réfugier. C'était la vie, ces entrées du garçon blême portant l'entrecôte de Bercy et le champagne, au moment où elle commençait à croire qu'elle était aimée selon le rêve que, moqueuses ou tendres, elles font toutes. C'était conforme à la vie, encore, cette aisance avec laquelle Étienne quittait le ton pathétique pour causer allègrement. Son exaltation sitôt transformée disait la parfaite maîtrise de soi. On ne reprend pas ainsi son calme lorsqu'on a le sang et le cœur troubles. Elle coupa sa phrase. Où irons-nous après le déjeuner? Dit-elle, souhaitant qu'il fût surpris et irrité de la question. Il répondit sans hésiter. Où vous voudrez, naturellement. Au musée Guimet, voir les dames momifiées et les bouddhas en or si divinement ironiques, ou au Trocadéro. Il parla de l'art gothique et de l'art oriental. Jacqueline, très agressive tout à coup, dénigra le Moyen Âge et exalta la Renaissance, déclarant comme un programme son admiration exclusive pour les belles joies sensuelles qu'exprime l'art de cette époque. Ils discutèrent vivement. Étienne semblait considérer comme son affaire personnelle de démontrer la supériorité de la vie intérieure, des passions refoulées et contraintes. Jacqueline trouvait cette conversation de cabinet particulier d'une grande absurdité. Elle s'irritait aussi qu'il gardât entières ses opinions et ne lui cédât rien. Elle devenait méchante. Et ayant proposé qu'ils allassent au Louvre pour comparer la belle Diane étendue au flanc du cerf royal avec le triste tombeau de Guillaume Pau, chancelier de Bourgogne, elle glissa de là à dire qu'elle connaissait le Louvre comme personne, s'y étant promenée souvent avec le jeune poète, qui à cause d'elle s'était un peu tué et qui avait un sens si fin de l'école française au XVIIIe siècle, et aussi avec Barrois, qui savait tout, et entre autres choses, pas mal d'égyptologie. Elle conta drôlement comment le vieux savant s'était un jour interrompu au milieu d'une explication sur l'écriture cunéiforme pour lui demander avec des larmes aux paupières qu'elle voulût bien lui donner la rose qu'elle avait à son corsage. Puis, elle répéta la déclaration que lui avait faite un jeune peintre, qui copiait l'Antiope, et qui, assurait-elle, avait des yeux incomparables. Marken l'écoutait, de l'air d'un mondain charmé par l'esprit d'une mondaine, avec qui il cause pour la première fois. Jacqueline le sentit plus fort qu'elle, et l'inconvenance révoltante de la situation prit son véritable aspect. Il était, lui, dans son rôle, et le jouait bien. Elle jouait un rôle qui n'était pas le sien, et où elle se diminuait. Elle eut le mépris d'elle-même, de lui, et de la grossièreté du besoin d'émotion qui l'avait conduite là. Le déjeuner s'acheva dans cette conversation qui les éloignait l'un de l'autre. Le garçon enleva le couvert, servit le café et disparut. Marken, qui était allé regarder par la fenêtre pendant que ces choses se passaient, se rapprocha. Vous êtes mal assise.
Mettez-vous sur ce fauteuil, dit-il, en avançant une énorme bergère d'une forme grotesque. Est-ce que nous n'allons pas au Louvre? Mais si. Voulez-vous partir tout de suite? Vous ne prenez pas de café peut-être? Si. 2 morceaux de sucre, s'il vous plaît, dit-elle. Et elle s'assit sur la bergère, allongea ses pieds, s'appuya la tête d'un air de paresse. Marcan était debout devant elle. En quelques secondes, l'atmosphère avait changé. Elle sentit le péril très voisin et dit d'une voix incertaine: Eh bien, vous ne parlez plus, qu'avez-vous? Il secoua la tête, s'assit à côté d'elle, le coude sur la table, sa main maigre soutenant sa tempe, et il continua de la regarder sans rien dire. L'interrogation de ses yeux agissait sur Jacqueline. Elle avait peur, parce qu'il était immobile et silencieux, peur du cercle de volonté qu'elle sentait s'étrécir autour d'elle, et davantage encore peur de la faiblesse qui lui alourdissait les membres, faisait battre son cœur à gros coups ralentis, et palpiter sa pensée de telle sorte qu'elle ne savait plus à quoi elle pensait. Toute son énergie était concentrée dans l'effort de cacher cette crainte qui était en elle et dont le délice l'humiliait. Elle voulut se dominer, le dominer, affirmer sa sécurité, et, d'un geste charmant, elle posa sa main sur la tête d'Étienne. Elle perçut que le tressaillement qui aboutit à sa paume avait traversé tout le corps de Marken. Il dit à voix basse: Comme je vous aime. Oui, vous voulez bien que je vous aime ainsi, que toutes mes fibres tiennent à vous? Vous acceptez que je sois à vous? Oui. Il se mit à ses pieds. Elle entendit ce souffle brisé que lui donnaient les grandes émotions. Elle vit la démence de son regard tout près, et en une indicible angoisse, elle se souvint de cet autre homme qui lui aussi s'était mis à ses pieds, et aux prunelles de qui elle avait aperçu cette expression de l'espoir, épouvantée de sa propre violence, ce cruel regard du désir